À mi-chemin, entre Ajaccio et Bastia, tout proche du col de Vitsavone, s'ouvre une large vue sur la vallée où coule le tumultueux Vecchio aux eaux limpides. Au premier plan, sur une avancée de roches constituant un éperon naturel, se dresse de hauts pans de murs un insolite château, semblant défier le temps. Ces ruines qui se dévoilent aux promeneurs sont le témoignage de la présence des troupes françaises qui occupent l'île suite à la défaite de Ponténove qui sonna le glas de l'indépendance de la Corse. Le fortin de Paciol est construit sur un piton rocheux. Placé sous le commandement du général-gouverneur de Vaud, il fut érigé pour contrôler le point de passage stratégique entre la Haute-Corse et la Corse du Sud. Quelques années plus tard, il fut transformé en prison. Au final, il sera classé monument historique en 1977. Tombé peu à peu en désuétude, le temps et les éléments climatiques entraînent sa lente destruction. En ce début d'automne, où les premières neiges viennent habiller les sommets de l'île, l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, accompagné des spéléologues de l'association Itop Ibinoudi, semble donner l'assaut à cet ouvrage de pierre aux défenses toujours nettement visibles. On avait quand même un peu une idée de l'architecture de ce bâtiment, hein, cette tour carrée au milieu, et puis un bastion avec quatre bastions, et puis un fossé autour. Bon, mais on n'imaginait pas vraiment l'importance de ces bastions, et là, ça a permis justement de creuser le fossé, et puis d'avoir une idée à peu près précise de la hauteur de ces bastions. Il y a une citerne dessous, très importante, sur la moitié de la tour. Bon, on la connaissait, on y est tous allés enfants, les gamins, j'étais baladé là-bas, etc. On est rentré dedans, on voyait qu'il y avait de l'eau, on était curieux, avec de l'appréhension et tout. Bon, mais on n'avait pas aucune idée de la profondeur, etc. Donc là, eh bien, ça a permis de mieux comprendre peut-être son alimentation, son trop-plein qu'on a découvert, etc. Alors pour ça, on a été aidé par une équipe de spéléologues qui sont à pied d'œuvre et qui appuient et assistent l'archéologue dans cette exploration et cette compréhension du fonctionnement de la citerne. Donc il y a beaucoup de détails architecturaux qu'on commence à comprendre dans le détail grâce à l'archéologue qui pilote l'opération. Qu'au troisième jour de l'opération, qui en compte 8. Donc il faut savoir qu'au départ, l'ensemble du bâtiment croulait sous la végétation. On voyait absolument rien. Et donc, grâce à l'intervention des deux Joseph, que je remercie, qui sont des ouvriers municipaux qui ont débroussaillé avec beaucoup de vigueur, la participation de bénévoles, de plusieurs personnes de bonne volonté, on a réussi à sortir ce qu'on voit maintenant. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à dessiner, même en pointillé, l'ensemble du plan pour le prendre en vue zénithale. C'est-à-dire que pour l'instant, on a des effondrements un peu partout, mais on a des bouts de mur qu'on peut arriver à suivre. Donc chaque fois qu'on a un bout de mur qu'on peut arriver à suivre, on le suit, on le trace et on redessine enfin tout le plan pour pouvoir le prendre d'en haut. Ensuite, la deuxième visée, c'est de prendre les faces. Dire travailler de face, travailler sur les élévations grâce à un drone et grâce à la topographie, on peut arriver à des choses très précises qui nous permettront de faire un relevé exhaustif du fortin. Donc on est dans une phase de diagnostic, c'est-à-dire que c'est pas une étude complète, mais c'est une étude où on pose des questions et on essaie de les résoudre au fur et à mesure. La citerne, c'est un des composants de ce genre d'ouvrage. Cette citerne est assez remarquable par sa taille. C'est une très grande citerne qui fait 11,40 mètres par 3,75. Donc c'est quand même un module, là on a à peu près 45 mètres carrés. On a maintenant, grâce à l'intervention
des spéléologues. On a la profondeur de la voûte qui fait 2,55 m, ce qui est assez considérable, mais on a aussi tout un réseau d'éléments connexes qui fonctionnent avec. C'est-à-dire que pour qu'on ait de l'eau dans une citerne, il faut qu'elle soit alimentée. Donc on avait visiblement un avaloir sur la plateforme sommitale du Fortin. Ça, c'est une chose évidente, mais on a aussi découvert une canalisation latérale contre le mur sud, ce qui était plus surprenant. Ce qui était surprenant, c'est d'avoir une sortie, d'avoir un puits à l'extérieur du bâtiment. Généralement, c'est à l'intérieur. Donc, il y en a une à l'intérieur, bien sûr, qui est devant vous, là. Et il y en a une aussi à l'extérieur, sur l'axe opposé, et qui est amorcée par une petite voûte qui communique avec la grande voûte. Et donc, c'est là qu'on a trouvé une canalisation transversale avec un trop-plein qui était dans le mur opposé au puits, ce qui est assez logique. Et qui, donc, ce trop-plein s'écoule jusqu'au fossé, ce qui est assez logique. La voûte de plein cintre est parfaitement conservée. Les enduits toujours de qualité. L'eau est claire et à une température de 16 degrés. Le fond de la citerne est encombré d'un amas de blocs de granit. Bel éclairage. Et en termes de volume de pierre, Il y a du boulot. il y en aura jamais. La première fois que nous sommes allés dans la citerne du Fortin de Vivar, c'était en 2006, mais c'était sans matériel, juste avec une combinaison, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait une trappe d'accès à une citerne, hein, donc, et on était allé dans l'eau, mais on n'avait pas l'éclairage qu'il y avait à l'époque. Et pour la campagne, l'INRAP, donc Astrid, nous a contactés pour qu'on l'accompagne pour explorer le Fortin et pour notre partie la citerne. Donc là on est venu avec des moyens bien plus conséquents d'exploration, d'éclairage, et ça nous a permis d'explorer donc la citerne qui est en eau. Il y a un niveau conséquent, elle est aux 3/4 pleine, on voit une marque d'un niveau qui semble peu évoluer au cours du temps. Et on a pu mesurer la profondeur de la citerne qui est de l'ordre de 1,60 m, très encombré par les deux accès. Il y a donc un accès par ce qui semble être un puits et une trappe à l'intérieur même du bâtiment. Donc il y a beaucoup de blocs de parpaings de granit, hein, qui se sont accumulés au fil des siècles dans la citerne. Cette citerne, hein, que tout le monde a plus ou moins vue, hein, en allant se promener là-haut, et ben, il y a à la fois un mystère et en même temps il y a toute une légende qui veut que cette citerne est alimentée par une source, par une remontée d'eau, on ne sait pas très bien, mais qu'elle est alimentée par le sol, par la terre, et non pas par le ciel, quoi. Alors bon, ça c'est une légende vraiment très présente, et il y a beaucoup d'adultes, mais sérieux et pas forcément naïfs, qui y croient dur comme fer. Voilà. Bon, après, on sait que généralement ces citernes, elles sont alimentées par l'eau pluviale qui est récoltée sur les terrasses, sur les toitures, etc. Voilà. Mais cette légende est extrêmement vivace. On a évoqué cette histoire de résurgence, hein, comme une sorte de puits artésien. Bon, c'est une hypothèse qui, à mon sens, est plus du ressort de la légende que de la réalité, parce qu'on est sur un piton granitique. Je vois mal des charges d'eau, des masses d'eau souterraines être suffisamment en pression pour remonter en plein milieu d'un édicule situé au milieu d'une vallée entre deux affluents. Ça me semble très peu probable. Non, mais bon, après on ne va pas s'interdire
d'envisager aussi cette hypothèse. Dans un deuxième temps, on a essayé de vidanger la citerne. On avait amené une petite pompe qui était sous-dimensionnée. Il aurait fallu la laisser tourner plusieurs jours pour vider le niveau. Après, au final, on a pris la décision, d'une part, vu le temps que cela prenait, et aussi qu'il y avait aussi un risque de détériorer la citerne, parce qu'en fait, comme elle est en eau, l'enduit qui est sur le côté, enfin qui assure l'étanchéité, est en fait gorgé d'eau, et le fait de vider l'eau assez brusquement, par rapport au fait qu'elle soit restée des siècles en eau, viendrait par poussée hydrostatique, donc l'eau viendrait suinter au travers les sédiments, viendrait la détériorer de façon un petit peu irrémédiable. Et si on est un peu inquiet, il était aussi possible que ça déstabilise un peu la maçonnerie qui était autour et provoquer un effondrement, ce qui quand même était peu probable. Les plans que nous a transmis Michel Tercé, passionné de fortifications, notamment les fortifications en Corse, nous a permis de comprendre et de vérifier sur place le fonctionnement de cette citerne. Donc on voit très bien sur les plans que l'eau vient de la toiture, il y a une rigole en partie supérieure, on voit dans les plans de coupe la conduite qui passe à l'intérieur du mur et qui vient par deux petits bassins de décantation alimenter le puits et donc après la citerne pour l'alimenter en eau. L'étude des textes historiques, alors c'est très difficile à lire. C'est en ancien français, c'est très bien écrit, mais avec une écriture qu'on n'a plus trop l'habitude de voir, semble indiquer que la quantité et la qualité de l'eau étaient suffisantes pour les soldats qui étaient stationnés là. Les troupes françaises, donc, après leur victoire de Ponte Novo, entreprennent la conquête de la Corse et décident d'assurer le contrôle du pays avec tout d'abord l'implantation d'une vaste citadelle à Corté et des redoutes, c'est-à-dire des ouvrages fortifiés avancés, avec au nord la redoute de Ponte Novo et au sud la redoute de Vivario, qu'on appelle aussi Fortin de Pacciolo. Ces redoutes et cette citadelle doivent contrôler le pays, et en particulier la grande route d'Ajaccio à Bastia, qui à l'époque n'est pas encore construite, et dont ces fortins sont tous construits à peu près à la même date, c'est-à-dire entre 1770 et 1774. Plus particulièrement le fortin de Pacciolo, donc, édifié sur un promontoire rocheux, bien défendu par ses défenses naturelles, est destiné à une garnison de 48 hommes, qui doivent vivre en autonomie complète. C'est pour ça que l'on va y trouver une citerne de 90 mètres cubes, des cachots, des latrines, des réserves, une boulangerie avec un four pour nourrir toute la garnison, des chambres pour les officiers, des chambres pour les soldats. De quoi vivre donc en autonomie et même, si besoin, de résister à une attaque ennemie. Ça part pas. Oui, c'est peut-être des vous, peut-être vous. Hein? On a un plan, ce qu'on appelle des plans bastonnés, c'est-à-dire des plans en étoile. On a quatre bastions aux quatre angles qui marquent le périmètre intérieur du fortin. Et au centre de ce périmètre un peu étoilé, on a une tour de grande envergure qui est divisée en deux pièces avec des planchers qui montent sur 2 étages et une plateforme sommitale.
Donc c'est un grand ensemble avec des meurtrières, avec des fenêtres. C'est ce qu'on appelle de l'architecture répétitive, puisqu'on a beaucoup d'éléments qui sont disposés en batterie. Et on a bien sûr une porte qui sépare les deux pièces. Je voudrais juste faire une mention sur un fait, c'est qu'on a un pont-levis ou un pont normand, puisque c'est certainement une passerelle fixe d'un côté, et la porte réelle de la tour est de l'autre côté, ce qui est un élément défensif aussi, parce qu'on ne va pas mettre le passage et l'entrée dans le même axe. Voilà. Et donc sur cette entrée, il y a un élément très intéressant, c'est un escalier à vis qu'on a pu dégager, dont on a dégagé la première marche, et dont on voit toute l'inscription hélicoïdale jusqu'en haut, et en haut, l'escalier devait se terminer par une gardiole. Donc un petit habitacle sur la plateforme pour permettre aux pauvres gars qui gardaient la zone d'être un peu à l'abri par les forts vents dont on a pu faire l'expérience ici. L'étude des plans d'ailleurs de Michel Tercet, transmis par Michel Tercet, et des textes qui vont avec sont particulièrement intéressants. On l'a vu, on comprend bien le système d'alimentation en eau par la toiture et les deux bacs décanteurs. Après, on a remarqué sur le terrain, à côté de l'escalier, une petite pièce, et les plans sont intrigants puisque on voit que cette petite pièce avait un mur de cloison, une cloison, mais à la différence des autres cloisons, une cloison donc épaisse en pierre, alors que les autres pièces n'en ont pas, qu'il y a un traitement de la lumière, enfin au moins de l'aération un peu particulier, puisqu'il y a un bloc qui empêche un regard direct sur l'intérieur, très astucieux, donc ça pose vraiment question. Alors, les textes qui accompagnent les plans laissent entendre qu'il y avait au rez-de-chaussée, en plus des paillasses pour les hommes, un stockage de munitions. Donc ça peut-être expliquer cette paroi un peu épaisse et cette fenêtre qui a empêché tout tir direct à l'intérieur. Ou alors, dit garnison, dit mitard, dit un local pour peut-être emprisonner soit un soldat qui aurait désobéi, ou alors quelqu'un qui aurait été arrêté. Donc c'était peut-être aussi un premier cachot. Ce fortin, donc, va être utilisé jusqu'à l'époque du royaume anglo-corse, c'est-à-dire 1794-1796, par les troupes françaises. Ces troupes françaises sont formées de régiments continentaux qui sont renouvelés tous les 2 ans. Ce qui fait que les garnisons peuvent aussi bien appartenir au régiment de Flandre qu'au régiment de Bourgogne ou qu'au régiment de Bretagne. Tous les 2 ans, ils changent et ils envoient donc une garnison d'une 50aine d'hommes, effectivement, à Vivario. Ce fortin, donc, au-delà du contrôle de la population et de la vallée du Vecchio, doit aussi contrôler la grande route de Bastia à Ajaccio. Cette route, prévue par les militaires, doit passer au pied du fortin, pour que la route soit contrôlée par l'artillerie disposée dans le fortin. Les militaires sont très contents de leur tracé, puisque ça leur fait économiser 500 toises, c'est-à-dire près d'1 kilomètre, sur l'ancien tracé de chemin muletier. Mais les ingénieurs civils n'acceptent pas ce nouveau tracé, car il est trop pentu et impropre aux communications. Et donc ils vont faire un nouveau tracé, plus éloigné de la tour, qui ne plaît pas du tout aux militaires. L'affaire remonte jusqu'au ministère de la Guerre. Le comte de Ségur, ministre de la Guerre sous Louis XVI, doit régler le problème. Et finalement, il va donner raison aux ingénieurs civils. C'est-à-dire la route passera en dehors du contrôle de la tour, ce qui va faire perdre de son intérêt à la tour, évidemment. En 1784, nous avons un document qui montre la route donc de Boccognano à Corté, et où effectivement le tracé n'est pas encore assuré. C'est donc entre 1785 et 1790
que la route va être faite. Ce fortin donc va connaître des péripéties avec l'arrivée des Anglais, appelés au secours par Pascal Paoli en 1794. Les Anglais vont faire l'assaut du fortin. Nous savons d'après les archives que cet assaut va durer 6 heures et va être conduit par l'armée anglaise avec 2 batteries de canons. La garnison se rend, et là c'est une garnison anglaise donc qui va remplacer la garnison française et contrôler cette tour. Mais la tour a subi des destructions. Les Anglais restent 2 ans. En 1787, ils s'en vont. Et en attendant le retour des troupes françaises, il y a un moment de béance où il n'y a plus d'autorité compétente sur l'île. Et les habitants, de Vivario en particulier, vont en profiter pour piller la tour. Tout va être pris, toutes les menuiseries, tout ce qui est en bois, les poutres, les portes, les volets, tout est pris. Il ne reste que les cachots qui finalement peuvent être utilisés. Effectivement, ces cachots ont pu être utilisés pendant la période napoléonienne, sous le commandement du général Morand, qui est gouverneur de la Corse à cette époque. Nous savons, d'après les archives déposées au service des archives départementales d'Ajaccio, qu'il y a une vingtaine d'hommes à Vivario. Il y a 2 catégories de soldats. Tout d'abord, il y a 10 hommes du 2e bataillon du Gaulle. Il y a aussi 5 gendarmes à pied. Il y a 5 chasseurs à cheval. Et donc ces 20 hommes sont commandés par un capitaine. Et nous savons d'après ces archives qu'ils ont arrêté 2 déserteurs napolitains qui s'étaient échappés du bagne d'Ajaccio et qui vont être reconduits à Ajaccio. Ils ont aussi arrêté 2 bergers de Nocette qui avaient pris le maquis et qui eux vont être conduits à la prison dans la citadelle de Corte. Donc cette tour a été effectivement utilisée. Et il faut attendre la restauration, les années 1815-1820, pour que les militaires français s'intéressent à nouveau aux fortifications le long de cette route. Et divers projets vont être mis en œuvre pour sauver le fortin de Pachoul. Certains disent qu'il faut le restaurer, mais ça coûterait cher. Certains disent qu'il faut l'abandonner parce qu'il n'a plus aucun intérêt. La route est trop loin, il ne contrôle plus la route et il est à moitié en ruine. Et donc diverses propositions, plus ou moins fantaisistes, vont être mises à l'œuvre. Une première proposition des militaires serait de refaire la route que les premiers militaires avaient pensée au pied de la tour, ce qui est parfaitement illusoire. Une autre proposition, ce serait d'envahir véritablement le village de Vivario et le fortifier en entier. Bon, ça aussi, c'est bien faisable. Et une troisième proposition, plus réaliste, quoique, ce serait de construire une nouvelle caserne de 96 hommes, bien fortifiés, sur un lieu dit qui s'appelle Campo di Freno, et qui a pour avantage d'être vu depuis le fortin de Vizzavona et d'être vu depuis Venaco. Et ainsi, les militaires pensent pouvoir mettre en œuvre un système d'alerte depuis Vizzavona jusqu'à Corte, en passant par Vizzavona, Vivario, Venaco et Corte. Mais celui-ci aussi revient relativement cher et s'est abandonné. Donc les militaires ne veulent plus faire ces fortifications et ils ont décidé d'abandonner le fortin qui est abandonné en 1849 exactement. Il est pratiquement détruit. Et en réfléchissant bien, ce fortin peut défendre la route, mais ne peut pas défendre la Corse. La hantise des militaires de cette époque, c'est d'être envahi, que la Corse soit envahie par une puissance ennemie. La commune de Vivario, depuis de nombreuses années, s'intéresse à ce fortin, bien entendu, parce qu'il domine le village, c'est quand même un élément de patrimoine important, et il a une place dans le paysage, hein, très très forte. Donc d'abord, la commune a obtenu de la famille qui en était propriétaire une cession gratuite qui doit se faire dans les mois qui viennent, c'est actuellement dans une étude de notaire. Et puis la première étape, donc l'idée c'est de le valoriser, d'abord de le sauvegarder, de le consolider, et puis de le valoriser sans que ce soit un projet faramineux ou excessif. La première étape, on a demandé un diagnostic archéologique à la DRAC. Donc le préfet a pris
un arrêté de prescription de ce diagnostic archéologique du bâtiment, et c'est l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, qui conduit cette mission sur 2 semaines actuellement, de façon à étudier l'architecture du bâtiment, à comprendre comment il était construit, parce qu'il est quand même extrêmement dégradé actuellement. Et ça, c'est la première étape. Deuxième étape, comme il est classé monument historique, eh bien, on a fait appel à un architecte avec le financement, le soutien financier de la collectivité de Corse, donc c'est la compétence, les monuments historiques, de façon à faire un relevé et à définir un projet. Donc voilà, ça c'est l'INRAP travaille actuellement, a terminé donc un peu de temps sa mission, et puis ensuite, nous espérons d'ici 6 mois arrêter un projet avec l'architecte qui a été retenu, et puis ensuite on va savoir combien ça coûte et on va chercher les financements. Alors il y aura certainement plusieurs hypothèses, il y aura peut-être des étapes, mais l'idée c'est quand même de le sauver, d'éviter qu'il continue à s'effondrer, et puis de pouvoir le visiter en toute sécurité, parce qu'aujourd'hui on risque de se prendre une pierre sur la tête lorsque on veut essayer de le visiter.